Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Participe Talks qui va être un rendez-vous de discussion et de débat avec des experts de l'écosystème FinTech français. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inaugurer cette série d'interviews avec Maximilien Nayaradou, qui a été nommé dernièrement comme directeur général de Finance Innovation. Tout d'abord, félicitations Maximilien et merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. La première question que je vais vous poser, elle concerne l'innovation financière en France durant cette période inédite de crise de la Covid-19. Quel bilan vous faites de cette innovation, Maximilien? Alors, c'est un bilan, en fait, on va dire assez différencié en fait, en fonction des sous-secteurs de la FinTech. Il y a un côté, il faut dire les choses, plutôt même très positif pour un certain nombre de FinTech. Tout ce qui est FinTech de paiement en ligne, e-commerce, KYC d'entreprise, KYC de particuliers, donc tout cet écosystème-là, il y a eu énormément de croissance. Même au-delà de cet écosystème, toute la partie en fait, financement des PME, je dirais accélération des trésoreries, du suivi des créances. Donc il y a eu énormément de croissance. On a eu parfois des boîtes il y a eu des croissances multipliées par 4 de chiffre d'affaires, par 2 des rentabilités. Donc il y a eu une vraie résilience de l'écosystème à ce niveau-là. Après, pour les boîtes qui étaient vraiment en B2B pur avec des grands groupes, je pense en particulier avec les InsurTech, il y a eu quand même beaucoup plus de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de projets qui ont été gelés et qui souvent ont été reportés. D'accord? Après, même dans ce cadre-là, il y a eu aussi des choses intéressantes quand même, parce qu'il y avait des projets, par exemple, dans les banques, sur la digitalisation des paiements, sur la digitalisation des contrats, sur tout, etc., qui n'ont pas été gelés parce que les banques se sont rendues compte que c'était hyper important. Elles se sont fait, les banques qui avaient déjà digitalisé tous les parcours, par exemple sur l'assurance emprunteur, etc., elles ont pu continuer, les banques, les assurances, enfin, elles ont pu continuer à faire du business pendant le confinement, alors que pour celles dont ce n'était pas le cas, elles n'ont pas pu. Donc elles ont continué à faire, elles n'ont pas arrêté ces projets en B2B, elles ont continué à les développer. Donc, voilà, donc c'est pas tout le B2B ne s'est pas arrêté. Un certain nombre de B2B pour des projets qui n'étaient pas jugés comme prioritaires, mais par contre, il y a encore une partie du B2B qui a continué. Voilà, on va dire globalement, je dirais, c'est 60 à 65% de positif, on va dire en termes de croissance des chiffres d'affaires, de croissance de la rentabilité, et peut-être un peu moins d'un tiers où il y a eu de la difficulté et où c'est compliqué. D'accord, merci beaucoup. Et ma seconde question, elle concerne l'ouverture ou pas de l'écosystème FinTech français. Est-ce que vous pensez que notre écosystème il est assez ouvert comme celui, par exemple, si on se compare au marché anglais ou à nos voisins allemands? Alors, l'ouverture, après, ça va dépendre. Il y a plusieurs degrés d'ouverture et puis plusieurs modalités d'ouverture. Je pense que sur la partie, par exemple, sur la partie en fait RH, il y a une vraie volonté d'ouverture de la part des fintech, de recruter des gens, des ingénieurs, des docteurs, etc., des compétences où elles se trouvent, donc faire venir les équipes, etc. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Après, en termes d'ouverture de marché, il y a encore du travail à faire. Alors, c'est pas toujours c'est pas toujours dû au fintech, c'est aussi parfois des problèmes réglementaires. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait d'être dans l'Union européenne, ça ne règle pas tous les problèmes juridiques. En fait, la finance, c'est un métier très juridique. Moi, je peux vous dire, on en voit beaucoup. Et parfois, on labellise des projets, par exemple, de fintech étrangères. Et donc, ça va dans les autres. Ils ne peuvent pas se déployer en France parce que, là, je pensais à une fintech qu'on avait labellisée sur tout ce qui est facturage des salaires. Donc, une fintech belge. Elle n'était pas sans de sélection, etc. On voulait la faire labelliser. Et finalement, elle n'a pas pu se déployer en France parce qu'en France, les salaires n'ont pas le même statut de créance prioritaire par rapport à d'autres créances, par rapport aux impôts, etc. Vous voyez, parfois, il faut aller vraiment dans le détail pour voir ce qui empêche l'interopérabilité entre les différents systèmes. Par exemple, clairement, il n'y a pas assez d'interaction entre les fintech allemandes et les fintech françaises, mais aussi parce que l'Allemagne, le système financier allemand, il est très particulier et très différent du système financier français. Voilà. Donc, je pense que les fintech, elles ont encore du travail à faire pour se déployer en Europe et pour justement interopérabiliser les autres écosystèmes. Mais voilà, ce n'est pas toujours de leur faute. Il y a aussi des barrières juridiques.
Et par exemple, pour qu'une fintech puisse rentrer en Allemagne, en Italie et tout, il va y avoir un vrai investissement juridique. Nous, par exemple, on est dans des projets collaboratifs au niveau UT Digital. On était dans un consortium avec des Italiens. Et en fait, c'est qui avaient en fait déployé une plateforme pour faire des garanties de prêts. En fait. Et donc, ils avaient voulu le commercialiser à des banques italiennes, etc., qui ont de la caisse de dépôt italienne, puis de banques italiennes. Et on s'est rendu compte, donc, dans le UT Digital, il fallait promouvoir cette plateforme auprès des banques françaises. Bon, il se trouve qu'en France, on a d'autres solutions différentes, mais qui font un peu près la même chose. Et en réalité, ce n'était pas adapté complètement, je dirais, à la loi française. En fait. Donc voilà, ça demande vraiment une adaptation et donc des investissements presque en R&D juridique. Donc voilà, il faut voir un petit peu d'où viennent les verrous. Oui, et à part ces axes de développement juridique, est-ce que vous voyez d'autres axes d'amélioration ou d'ouverture, peut-être technologique ou autre Alors, évidemment, donc, il y a cette barrière à l'entrée juridique, mais ce n'est pas le cas de tout. Hein. Je veux dire, là, c'est plutôt pour les fintechs qui sont réglementés, plutôt il y a beaucoup de fintechs qui sont en pure B2B, qui sont en pure techno, où là, il n'y a pas de barrière juridique. Donc là, je pense que les obstacles, bon, il faut dire les choses. Hein. Les levées de fonds en France, elles sont moins importantes. Je veux dire, mais ça ne vient pas que des fintechs, ça vient aussi des investisseurs qui mettent un peu des petits tickets partout. Donc voilà, clairement, quand vous avez fait une très grosse levée de fonds, l'international devient un champ. Hein. Là, moi, nous, au pôle, là, on a vu arriver pas mal de boîtes étrangères, allemandes, anglaises, espagnoles, etc. Parce qu'en fait, elles ont levé 100 millions d'euros. Bon, bah voilà, je vais être méchant, mais 100 millions d'euros, il faut bien les dépenser. Et ben, on va les dépenser en embauchant un développeur commercial en France. Ouais. Donc voilà, donc, ça, dans des verrous de l'écosystème, sur tout ce qui est scalable, le fait que les levées de fonds moyennes en France et médianes sont plus basses qu'en Allemagne, joue dans le déploiement un peu plus ralenti de fintech françaises qui sont très compétitives et tout aussi bonnes, voire même parfois meilleures, dans leur déploiement au niveau européen. Oui, justement, vous parlez de la compétitivité des fintechs françaises. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les tendances que que vous surveillez de près en ce moment. Alors, plusieurs tendances. Donc déjà, une tendance, tout ce qui est donc, cybersécurité. Il y a énormément d'innovation là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup d'innovation de la cybersécurité dans d'autres domaines que dans la fintech. Et souvent, c'est des solutions qui après vont être déployées dans la fintech. Donc, avec de plus en plus l'interopérabilité des différents systèmes d'information, dans le cadre de la DSP2, entre les banques, entre les fintechs, il y a de plus en plus un besoin, je dirais, de rassurer les grands groupes, de rassurer aussi même les consommateurs finaux. Et donc, il y a vraiment ce besoin de lutter contre les pirates, contre la fraude, et donc on voit de plus en plus arriver des domaines de cybersécurité qui viennent des autres pôles et des autres secteurs vers la finance. Il y a tout ce qui est aussi déploiement de l'IA. Alors on va dire que ça fait déjà quelques années que ça se déploie, et là ça s'accélère. Beaucoup d'utilisation de data mining, de réseaux neuronaux, beaucoup aussi de ce que j'appelle les nouvelles données, l'utilisation des nouvelles données, donc données satellites, photos, images, données, je dirais, data extra-financières. Donc tout ça s'interopérabilisant dans le cadre de fintech qui font du big data et qui permettent par exemple d'accompagner la transition énergétique, d'aider à l'émission d'obligations vertes. Enfin, voilà, il y a tout un champ, je dirais, du big data qui s'intensifie et qui s'accélère. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde vraiment de très près. D'accord, merci beaucoup. Et une dernière question, elle va concerner lorsqu'une banque, une assurance vient chez Finance Innovation, quand vous êtes un pôle de compétitivité mondiale et vous fédérez plusieurs acteurs de l'écosystème financier comme des fintech, insurtech, banques, mais aussi des sociétés de conseil. J'aimerais savoir lorsque, par exemple, une banque ou une assurance vient chez le pôle de Finance Innovation afin d'être mise en relation avec des fintech ou des insurtech, quels sont les sujets ou les demandes qu'elles souhaitent aborder ou qu'elles souhaitent avoir? Alors, ce que je trouve intéressant par rapport à l'évolution de l'usage qu'ont les grands groupes du pôle, c'est qu'ils sont de plus en plus dans une logique d'écosystème. Il y a quelques années, alors je ne vais pas citer les noms, hein, mais il y a quelques années, il y avait des assurances qui disaient: ah bon, ok, bah, je rentre au pôle, mais en gros, je rentre pour voir et pas être vu. Parce que moi, je suis dans le secret. Voilà, moi, je veux voir ce que les autres font. Il y avait un côté un peu, il faut dire les choses, un peu espionnage. Hein. C'est de plus en plus rare cet état d'esprit. Il y a vraiment un état d'esprit de dire: je suis dans l'écosystème. Il y a une prise de conscience que l'ouverture est intéressante, que c'est par une vision écosystème et d'ouverture qu'il va y avoir de l'intensification et de la productivité de l'innovation. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Donc, il y a beaucoup de grosses boîtes qui rentrent pour l'écosystème. Je veux voir qu'est-ce qu'on labellise, qu'est-ce qui marche. Donc, il y a toute cette partie un peu majoritaire.
Après, il y a pas mal de corporate venture. Donc voilà, j'ai de l'argent, je suis une banque, je suis une assurance, j'ai 10 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions. Je veux mettre de l'argent dans les fintechs. Donc ça aussi, je regarde. Donc je veux mettre des tickets. Le côté corporate venture, le côté écosystème, et aussi le côté, je veux faire des POC. Et alors pour l'instant, ce qu'on n'arrive pas encore à faire, mais on est en train de travailler, c'est qu'ils sont beaucoup dans les POC. Et donc là, on voit le côté appétence pour l'écosystème, un peu pour goûter. Je veux goûter un petit peu les plats. Par contre, après, pour passer vraiment à l'échelle et industrialiser, donc là, il faut qu'on passe dans une autre étape. Et donc là, c'est un peu le rôle du pôle aussi de mettre en relation les fintech avec les consultants et les SS2I. Parce que souvent, les grands groupes disent: ah oui, bon, c'est bien, j'ai fait mon POC, mais moi, là, vous êtes un peu trop petit, vous n'allez pas pouvoir être déployé à la. Bon, j'ai des autres banques, mais je suis à une très grande banque. Et c'est vrai que ça s'entend, ça s'entend. Donc, nous, de plus en plus, on promeut des partenariats où le deal est fait en front avec une SS2I et la fintech est mise évidemment je dirais dans le partenariat. Et c'est des consultants qui permettent de passer à l'échelle les solutions. Voilà, c'est un des exemples. Il y a des fintechs qui veulent absolument faire ça, d'autres qui acceptent. Mais c'est une façon aussi de déployer les fintechs parfois dans les grands groupes et surtout d'industrialiser. Parce que c'est vrai qu'un des problèmes quand même qu'on a, et puis c'est pas que la France, hein, je pense que c'est un écosystème global aussi au niveau mondial, c'est qu'il faut que maintenant que il y a une phase d'observation, une phase de, je dirais, je goûte, je teste, et maintenant il faut aussi cranter, quoi, parce qu'il faut que les projets se fassent et que la transformation digitale soit effective. Et donc ça, parfois, c'est encore un peu poussif, donc il faut qu'on pousse pour que ça avance. D'accord. Merci beaucoup, Maximilien, d'avoir Merci, répondu Saltana. à toutes mes questions. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec une société de conseil cette fois-ci. Bonne soirée à tous. Au revoir, merci à tous.